Dans le silence feutré d'un manoir, où chaque murmure semble cacher une vérité, un regard interdit a tout bouleversé. Une passion inattendue est née, fragile et brûlante, menaçant de défier les frontières du devoir. Car derrière un uniforme modeste se dissimule un secret capable de renverser des destins, un secret qui pourrait transformer un simple élan du cœur en scandale irréversible. Lorsque le passé frappe à la porte, aucune émotion n'est innocente, aucun choix n'est sans conséquence. Si cette histoire vous touche déjà, je vous invite chaleureusement à vous inscrire à notre chaîne pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 abonnés. Votre présence fait toute la différence. Dans les ombres dorées du manoir de Bellevue, niché aux abords de Lyon, sous le ciel printanier de 1898, Émilie Beaumont se tenait immobile devant le grand miroir de sa chambre. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant le col de sa robe de mousseline blanche, brodée de perles fines qui capturaient la lumière filtrant à travers les rideaux de dentelle. À 22 ans, elle était l'incarnation de la grâce bourgeoise. Cheveux châtains relevés en un chignon sophistiqué, yeux verts comme les vignes du Rhône, et une silhouette élancée moulée par les corsets rigides de l'époque. Mais ce matin-là, son reflet trahissait une tempête intérieure. Son père, le sévère industriel Victor Beaumont, venait d'annoncer son mariage arrangé avec le comte Arnaud de Villiers, un homme de 40 ans dont la fortune en soierie lyonnaise masquait un tempérament froid et calculateur. « C'est pour le bien de la famille, ma fille », avait-il déclaré la veille, sa voix résonnant comme un décret dans le salon lambrissé. Émilie avait toujours obéi. Fille unique d'un empire textile bâti sur la sueur des ouvriers, elle avait grandi entre les murs imposants de ce manoir, entourée de domestiques discrets et de leçons de piano qui emplissaient l'air de mélodies mélancoliques. Pourtant, au fond d'elle, un feu couvait. Elle rêvait de liberté, de ces bals parisiens où les rires fusaient comme des feux d'artifice, loin des chaînes invisibles de la société. Mais ce mariage, il était une prison dorée. Le comte, avec son monocle et ses manières guindées, ne voyait en elle qu'un trophée pour consolider ses alliances. Et tandis qu'elle descendait l'escalier en spirale, ses pas étouffés par le tapis perçant, un bruit de moteur, ce grondement nouveau, presque scandaleux, des automobiles naissantes, attira son attention vers la cour pavée. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Henri Duval, le chauffeur fraîchement engagé par son père. Âgé d'une trentaine d'années, il était grand, les épaules larges sous sa livrée grise ajustée, les cheveux noirs coupés courts et un regard bleu acier qui semblait percer les secrets du monde. Ses mains, calleuses mais précises, maniaient le volant d'une Panhard Levassor rutilante, l'une des premières merveilles mécaniques à fouler les routes de France. Il n'était pas comme les valets ordinaires. Il y avait en lui une assurance tranquille, une lueur d'intelligence qui contrastait avec sa position modeste. Émilie s'arrêta net, le cœur battant. Leurs yeux se croisèrent un instant, un regard fugace, chargé d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Il inclina légèrement la tête en signe de respect, mais ses lèvres esquissèrent un sourire discret, presque complice. « Bonjour, mademoiselle » murmura-t-il d'une voix grave en essuyant une trace de graisse sur son front. Émilie rougit, balbutia un salut et s'empressa vers le jardin où les rosiers en pleine floraison exhalaient leur parfum sucré. Mais ce regard l'obsédait déjà. Qui était cet homme, surgi de nulle part pour piloter la machine de son père? Henri Duval avait été recruté à Paris, murmurait-on dans les cuisines. Un ancien mécanicien, peut-être un voyageur, avec des airs d'aventurier. Émilie ignorait tout de ces nuits solitaires dans les écuries, où il lisait à la lueur d'une lanterne des rapports codés sur des actions lointaines, des investissements secrets dans les marchés effrénés de New York, Wall Street, ce mirage américain que peu de Français osaient approcher. Pour elle, il n'était qu'un chauffeur, un fantôme dans l'ombre du manoir. Le déjeuner familial s'annonçait tendu. Assise à la table d'acajou, face à son père qui vantait les vertus du comte, Émilie sentait son esprit vagabonder. Dehors, le vrombissement de l'automobile reprit, et elle imagina Henri au volant, filant vers des horizons inconnus.
Soudain, un domestique entra, porteur d'une lettre scellée. « Pour vous, mademoiselle, dit-il. » Le cachet portait les armoiries du comte. Émilie l'ouvrit d'une main fébrile. Des mots froids, un rendez-vous fixé pour le soir même au théâtre. Son estomac se noua. Était-ce le début de sa fin ou le signal d'une rébellion naissante? Ce soir-là, alors que les lanternes s'allumaient dans les rues de Lyon, Émilie se prépara pour le théâtre, son cœur déchiré entre devoir et désir. Mais au moment où Henri l'aidait à monter dans la voiture, sa main effleura la sienne. Un contact innocent, pourtant électrique. « Prenez soin de vous, mademoiselle, » dit-il doucement, ses yeux plongeant dans les siens. Émilie hocha la tête, le souffle court. Dans l'habitacle sombre, bercé par le ronronnement du moteur, elle se promit de percer le mystère de cet homme. Little savait-elle que ce simple effleurement allumerait une flamme qui consumerait tout, conventions, secrets, et peut-être des empires invisibles. Et vous, chers auditeurs, si cette histoire vous captive déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Dites-moi en commentaire de quelle ville et de quel pays vous nous regardez ce soir. Votre voix nous porte plus loin. Environ 870 mots. Les jours suivants s'écoulèrent dans le manoir de Bellevue comme un rituel immuable, rythmé par les cloches de l'église voisine et le murmure des soieries que les ouvriers tissaient dans les ateliers paternels. Émilie Beaumont, à 22 ans, incarnait la jeune femme accomplie de la bourgeoisie lyonnaise. Ses journées se divisaient entre le salon aux meubles d'acajou poli, où elle brodait des motifs floraux sur des châles de cachemire, et le jardin clos, où les fontaines gazouillaient sous le soleil tiède de printemps. Vêtue d'une robe de jour en serge grise, cintrée à la taille par un corset qui soulignait sa silhouette gracile, elle portait ses cheveux en un chignon bas orné d'un peigne d'ivoire. Ses gants de chevreau blanc, toujours impeccables, protégeaient ses mains des travaux manuels indignes d'une demoiselle de son rang. Pourtant, sous cette façade sereine, une agitation sournoise grandissait, alimentée par le fantôme de ce regard croisé avec Henri Duval. Le manoir, érigé en pierre claire au bord du Rhône, respirait l'opulence discrète des industriels du XIXe siècle. Ses couloirs, lambrissés de chêne, exhalaient l'odeur du bois ciré et des bougies de cire d'abeilles, allumées chaque soir pour chasser les ombres. Victor Beaumont, son père, un homme de 55 ans au visage buriné par les négociations âpres, régnait en maître absolu. Grand, les épaules voûtées par les années de labeur, il arborait une redingote noire taillée sur mesure, une chaîne de montre en or barrant son gilet. Ses yeux gris, perçants comme des aiguilles de métier à tisser, ne toléraient ni faiblesse ni désobéissance. « La famille avant tout, Émilie », répétait-il souvent, sa voix grave résonnant dans la salle à manger où trônaient des argenteries et des cristaux de baccarat. Il avait bâti son empire sur les canutes de Lyon, ses ouvriers aux doigts agiles qui filaient la soie pour les marchés de Paris et de Londres, mais il veillait à ce que sa fille reste à l'abri de ces réalités crues. La mère d'Émilie était morte en couche 10 ans plus tôt, laissant un vide comblé par une gouvernante stricte, Madame Lefebvre, une veuve aux cheveux grisonnants, tirés en queue de cheval sévère et aux robes de laine noire qui bruissaient comme un reproche constant. « Une dame se doit de maîtriser ses émotions, mademoiselle », lui serinait-elle lors des leçons d'étiquette, où Émilie apprenait à saluer d'un hochement de tête gracieux ou à verser le thé sans faire teinter la tasse. Les domestiques, une dizaine au total, glissaient comme des ombres. La cuisinière au tablier amidonné préparait des plats riches en crème et en volaille, tandis que les valets en livrée bleue astiquaient les candélabres jusqu'à ce qu'ils brillent comme des étoiles. Parmi eux, Henri Duval se distinguait par son silence observateur. Engagé depuis peu, il logeait dans les écuries attenantes où l'odeur de foin se mêlait à celle de l'huile de moteur. Chaque matin, il polissait la panarde Levasseur, avec une dévotion presque rituelle, ses mains fortes contrastant avec la délicatesse de ses gestes. Émilie l'apercevait parfois depuis sa fenêtre, et son cœur s'emballait sans raison apparente.
Les relations familiales étaient un édifice fragile, soutenu par des conventions rigides. Victor, veuf inconsolable, voyait en Émilie l'héritière de son nom, un atout pour sceller des alliances. Le comte Arnaud de Villiers, avec ses 40 ans et sa moustache cirée, représentait l'apogée de ses ambitions. Noble appauvri par des dettes de jeu, il apportait un titre en échange d'une dot généreuse. Émilie l'avait rencontré 2 fois lors de dîners formels où il dissertait sur les vins de Bordeaux d'une voix monocorde, son monocle scintillant sous les lustres. « Vous serez une comtesse accomplie », lui avait-il dit sans un sourire en lui tendant une main gantée de cuir fin. Elle avait hoché la tête, mais son esprit vagabondait vers les récits de voyages qu'elle lisait en cachette dans les volumes reliés de cuir de la bibliothèque. Des aventures en Orient, des mers déchaînées, loin des balles guindées de lions. Ce matin-là, après le petit déjeuner composé de pain au lait et de confiture de cerises, Émilie se rendit au salon pour une leçon de piano. Ses doigts glissaient sur les touches d'ivoire, tirant des notes mélancoliques d'une sonate de Beethoven, quand un bruit de pas lourd l'interrompit. Victor entra, un journal plié sous le bras. « Le comte viendra dîner ce soir, ma fille. Prépare-toi à charmer son intellect. » Émilie acquiesça, mais ses yeux se posèrent sur la fenêtre, où Henri chargeait des bagages dans l'automobile pour un voyage d'affaires de son père. Leurs regards se croisèrent à nouveau, fugaces, mais chargés d'une question muette. Était-ce de la curiosité ou quelque chose de plus profond? L'après-midi apporta le premier indicio de tension. Tandis qu'Émilie se promenait dans le jardin, cueillant une rose blanche dont les pétales veloutés effleuraient sa joue, Madame Lefebvre s'approcha, le visage pincé. « On murmure dans les cuisines, mademoiselle. Ce chauffeur, Duval. Il vient de Paris, disent-ils, avec des manières trop assurées pour un simple mécanicien. Et ces nuits où il écrit à la lueur d'une bougie? Prudence. Les ragots voyagent vite. » Émilie sentit un frisson la traverser. Écrivait-il des lettres d'amour ou des secrets plus sombres? Elle chassa l'idée, mais le doute s'insinua comme une ombre sur le soleil. Le dîner s'annonça sous un ciel crépusculaire, les lanternes à gaz projetant des halos orangés sur les murs. Le comte arriva en calèche, vêtu d'un frac noir et d'une cravate de soie blanche, son parfum de lavande envahissant la pièce. Victor l'accueillit avec une poignée de main ferme, et Émilie, en robe de taffetas bleu nuit ornée de dentelle au col, s'inclina avec grâce. La conversation roula sur les affaires, les fluctuations des prix de la soie, les grèves naissantes chez les Canutes. « La stabilité est notre allié », déclara le comte, ses yeux froids posés sur Émilie comme sur un contrat. Elle sourit poliment, mais son esprit revivait le contact fugace de la main d'Henri. Au moment du dessert, une tarte aux amandes saupoudrée de sucre glace, un domestique glissa une note pliée sous son assiette. Discrètement, elle l'ouvrit. « Soyez prudente avec les ombres du manoir. Un ami. » Pas de signature. Son pouls s'accéléra. Qui l'avait écrite? Et pourquoi ce avertissement comme un souffle froid annonçant la tempête? Dehors, le vrombissement discret de l'automobile rappela la présence d'Henri, garé dans l'ombre. Émilie se leva pour prendre l'air, prétextant une migraine. Sous les étoiles naissantes, elle s'approcha des écuries, le cœur battant. Là, à travers une fenêtre entr'ouverte, elle le vit, penché sur un bureau improvisé, écrivant furieusement à la lueur vacillante d'une lanterne. Des papiers couverts de chiffres, des noms en anglais. Wall Street jonchait de la table. Il leva la tête, comme sentant sa présence. Émilie recula dans l'obscurité, mais le mystère l'enveloppait désormais comme un manteau trop lourd. Quel secret cachait cet homme, et comment pourrait-il la libérer, ou la détruire? Le lendemain matin, l'air de Lyon s'alourdit d'une brume matinale qui enveloppait le manoir de Bellevue comme un voile de secret. Émilie, encore troublée par la note anonyme de la veille, descendit les escaliers en marbre, sa robe de matin en coton blanc froissé par une nuit agitée. Ses pas résonnaient doucement.
contrastant avec le tic-tac incessant de l'horloge du vestibule. Victor Beaumont l'attendait dans son bureau, une pièce au mur tapissée de livres reliés et de cartes des routes commerciales européennes. Assis derrière un massif bureau de noyer, il tapotait nerveusement un contrat plié, ses lunettes cerclées d'or perchées sur le bout de son nez aquilin. « Émilie, entre, ma fille », dit-il d'une voix ferme, mais teintée d'une urgence inhabituelle. Elle s'assit en face de lui, les mains jointes sur ses genoux, sentant son cœur cogner comme un tambour lointain. Le comte Arnaud de Villiers avait accéléré les choses. Le mariage ne serait plus un vague projet, mais une réalité imminente. Il propose une alliance immédiate. Les soieries de nos usines fusionneraient avec ses entrepôts à Paris. C'est une opportunité inespérée, forgée dans le feu des marchés actuels. Victor déroula le document, ses doigts calleux effleurant les lignes d'encre noire. Les termes étaient clairs. Un contrat de mariage, avec une dot substantielle en échange du titre et d'une part des bénéfices. Émilie sentit un froid l'envahir. Refuser signifierait non seulement briser le cœur de son père, mais aussi exposer la famille à des rumeurs destructrices. Une demoiselle rebelle, indigne de la bourgeoisie lyonnaise, pourrait voir ses portes sociales se clore comme un piège. « Mais père, je ne suis pas prête », murmura-t-elle, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Les yeux de Victor s'assombrirent, et il se leva, arpentant la pièce d'un pas mesuré. Prête ou non, le monde ne s'arrête pas pour les caprices. Le comte t'offrira une vie de luxe, des voyages à Vichy, des réceptions où ton nom brillera. Refuser, ce serait ruiner tout ce que j'ai bâti pour toi. Il s'approcha, posant une main paternelle sur son épaule, mais le geste pesait comme une chaîne. Émilie hésita, les mots coincés dans sa gorge. Elle pensa à Henri, à ce regard bleu qui l'avait transpercé, et un frisson de rébellion la traversa. Pourtant, le coup social était tangible. Les invitations au thé des voisines tariraient, les murmures dans les églises la suivraient comme une ombre. Madame Lefebvre, sa gouvernante, entra alors, portant un plateau de thé fumant, ses lèvres pincées en une ligne sévère. « Mademoiselle, le devoir prime sur les rêves », lâcha-t-elle d'un ton qui sonnait comme un avertissement. Elle était l'alliée de Victor, une mentor rigide forgée dans les conventions, veillant à ce qu'Émilie respecte l'étiquette inflexible de leur cercle. Pas de regard trop direct, pas de promenade solitaire, et surtout, pas de lien avec les domestiques. Le comte arriva peu après, en calèche tirée par 2 chevaux alezans, son arrivée annoncée par le craquement des graviers de la cour. Vêtu d'un habit de ville gris-perle, une canne à pommeau d'argent à la main, il salua Victor d'une inclinaison polie avant de se tourner vers Émilie. « Chère future comtesse, ce contrat scelle notre destin commun, déclara-t-il, sa voix nasillarde comme un violon désaccordé. Il lui tendit une bague d'or simple, ornée d'un saphir qui capturait la lumière. Émilie la prit, les doigts engourdis, mais son esprit hurlait. C'était le début d'un nouveau monde. Des règles plus strictes encore, une surveillance publique accrue lors des apparitions au théâtre ou aux courses hippiques, et un veto absolu sur toute liberté personnelle. Le premier obstacle surgit presque aussitôt. Arnaud, sentant son hésitation, ajouta d'un ton suave. « Votre père m'a informé de ces ragots sur le chauffeur. Duval, n'est-ce pas? Un homme de basse extraction. Si vous signez, je veillerai à ce que de telles distractions disparaissent. » Émilie pâlit. Était-ce une calomnie naissante ou une menace voilée? Henri, garé non loin dans l'allée, polissait les phares de la Panhard Levasseur. Il leva les yeux, comme s'il avait entendu, et un éclat de défi passa dans son regard. La journée s'étira en un tourbillon de formalités. Au déjeuner, sous le cristal des lustres, Arnaud disserta sur les dettes qu'il effacerait grâce à cette union. Des dettes cachées, murmurait-on, issues de spéculations hasardeuses sur les marchés lointains. Victor hochait la tête, approbateur, mais Émilie sentait la rupture de son status quo comme une fissure dans un vase précieux. Elle n'était plus seulement la fille obéissante, elle devenait une pièce dans un échiquier familial, avec des alliés comme son père et Madame Lefebvre d'un côté, et l'antagoniste potentiel en Arnaud, dont les yeux froids scrutaient chaque geste. Pourtant, une lueur d'espoir persistait.
Peut-être pourrait-elle négocier un délai, un voyage avant les noces. Mais le contrat exigeait une réponse immédiate. Le soir venu, alors que les ombres s'allongeaient sur le Rhône, Émilie se retira dans sa chambre, le document brûlant dans ses mains. Elle s'assit à son secrétaire, la plume suspendue au-dessus du papier. Signer, c'était plonger dans un monde de protocoles étouffants. Des chaperons constants, des réceptions où chaque mot serait pesé, et une dette morale envers son père qui l'empêcherait de reculer. Refuser? Le scandale éclaterait, isolant la famille, et peut-être forçant Victor à des alliances désespérées. Un bruit dehors la fit sursauter, le ronronnement familier de l'automobile. Henri préparait un trajet pour Arnaud. Émilie se leva, le cœur serré, et descendit discrètement vers la cour. « Monsieur Duval !» appela-t-elle d'une voix étouffée. Il se tourna, surpris, essuyant ses mains sur un chiffon. « Mademoiselle, quelque chose ne va pas ?» Leurs yeux se verrouillèrent, et pour la première fois, elle vit en lui non un serviteur, mais un allié possible. « Ce mariage, il m'étouffe », avoua-t-elle dans un souffle. Henri hésita, jetant un regard vers le manoir. « Les chaînes se brisent parfois, mademoiselle, mais le prix est élevé. » Il remonta en voiture, laissant Émilie seule avec sa décision. À l'aube suivante, forcée par la pression, elle signa le contrat d'un trait tremblant. Le Noivado était officiel, altérant irrémédiablement son statut. Plus de retour en arrière, une annonce dans les journaux lyonnais et une surveillance accrue. Mais alors qu'Arnaud l'embrassait formellement sur la main, un messager arriva au galop, une lettre urgente pour Victor, mentionnant des irrégularités dans les comptes des usines. Était-ce lié aux comptes, ou à des secrets plus profonds, comme ceux qu'Henri cachait dans ses nuits solitaires? Émilie sentit le sol se dérober. Cette alliance, censée la sauver, menaçait de tout engloutir. Les jours qui suivirent la signature du contrat de Noivado s'écoulèrent dans une brume de formalités et de regards scrutateurs, transformant le manoir de Bellevue en un théâtre de conventions étouffantes. Émilie Beaumont, désormais fiancée au comte Arnaud de Villiers, se retrouvait projetée dans un nouveau monde où chaque geste était pesé, chaque sourire calculé. À 22 ans, elle arborait une robe de visite en faille de soie vert pâle, le corset serré soulignant sa taille fine, et un chapeau orné de plumes d'autruche qui ombrageait ses yeux verts, encore hantés par le doute. Le contrat avait altéré son existence. Plus de promenades solitaires dans le jardin, mais des sorties chaperonnées, des invitations à des thés mondains où Lyon affichait sa bourgeoisie triomphante. Victor Beaumont, rayonnant de fierté, avait annoncé l'union dans les salons, vantant les mérites de cette alliance qui fusionnerait soieries et titres. « Tu entres dans la lumière, ma fille », avait-il dit, sa main paternelle ferme sur son bras. Pourtant, Émilie sentait les chaînes se resserrer, et le regard d'Henri Duval, ce chauffeur au secret enfoui, persistait comme une braise dans l'ombre. Le premier test arriva sous la forme d'un thé chez Madame Duval, ironie du sort, une veuve respectable de la haute bourgeoisie lyonnaise, sans lien avec le chauffeur, mais dont le nom fit frémir Émilie. L'invitation, arrivée par courrier le matin même, était un rituel semi-public. Une dizaine de dames en robe de jour pastel, rassemblées dans un salon aux tapisseries de soie et aux tables chargées de pâtisseries fines. Macarons à la pistache, éclairs au chocolat et thé parfumé à la bergamote. Émilie y parut au bras de Madame Lefebvre, sa gouvernante aux lèvres éternellement pincées, vêtue d'une robe de laine noire qui craquait à chaque pas. Le comte Arnaud n'était pas là, retenu par des affaires à Paris, murmurait-on, mais sa présence planait comme une ombre, via des lettres qu'il envoyait, dictant les convenances à observer. « Montre-toi digne de ton futur titre », avait-il écrit dans la dernière, ces mots froids comme l'acier d'un contrat. La salle bruissait de conversations polies, les éventails s'agitant comme des ailes de papillons. Madame Duval, une femme replète d'une quarantaine d'années, aux cheveux roux relevés en chignon et à la robe de taffetas saumon brodée de perles, accueillit Émilie avec un sourire mielleux. « Chère future comtesse, quel plaisir de vous voir parmi nous. On dit que votre Noivado illumine tout Lyon. »
Émilie inclina la tête, les joues rosissant sous le poids des regards. Autour de la table basse en acajou, des dames, épouses d'industriels, veuves de banquiers, la jaugeaient. Quelle robe exquise, le comte a bien choisi. Mais sous les compliments sucrés, une friction de classe affleurait. Une jeune veuve, mademoiselle Laurent, aux yeux perçants et à la robe de serge bleu marine, laissa tomber d'un ton badin. Un mariage si hâtif. On murmure que votre père a besoin de ce titre pour masquer certaines irrégularités dans les comptes des usines. Les canuts se plaignent, paraît-il. Les mots glissèrent comme un venin subtil, une humiliation voilée qui fit rougir Émilie. Les rires étouffés fusèrent, et madame Lefebvre, raide comme un piquet, murmura « Ignorez ces ragots, mademoiselle. Une comtesse ne s'abaisse pas. » Émilie sentit la chaleur monter à ses tempes, ses mains gantées de dentelle serrant sa tasse de porcelaine si fort que le thé trembla. C'était la première preuve sociale de son nouveau statut. Accepté en surface, mais scruté, vulnérable aux calomnies qui circulaient comme la soie dans les métiers à tisser. Elle balbutia une réponse polie. « Mon père veille à l'équité, madame, mais son cœur battait la chamade. » Dehors, garée discrètement dans la rue bordée de platanes, la panard levasseur d'Henri ronronnait, attendant de la ramener. Il était là pour la conduire, mission confiée par Victor, et ce choix la troublait. À travers la fenêtre du salon, elle aperçut son profil. Large d'épaules sous sa livrée grise, il observait la scène d'un air impassible, mais ses yeux bleus croisèrent les siens un instant. Un micro-geste, un hochement de tête encourageant, comme pour dire « Tenez bon !» Émilie inspira profondément, redressant le dos. Elle n'était pas seule. Pour briser la tension, madame Duval proposa un tour au piano, un Erard noir laqué trônant dans un coin de la pièce. « Jouez-nous quelque chose, chère Émilie. Une valse de Strauss, peut-être ?» Les dames applaudirent, et Émilie s'approcha, les doigts tremblants sur les touches d'ivoire. C'était un objet symbolique. Ce piano hérité de sa mère, qu'il avait suivi depuis l'enfance et qu'elle avait apporté ce jour-là comme un talisman. Ses notes s'élevèrent, mélodieuses et fluides, une valse légère qui fit tournoyer l'air comme des jupons dans un bal. Pour la première fois, elle sentit une acceptation timide. Les sourires se firent plus sincères. Mademoiselle Laurent hocha la tête en rythme. Au milieu de la pièce, un petit broche en argent, un cadeau discret d'Henri glissé dans sa poche ce matin par un valet avec une note. Pour la force, pressait contre sa poitrine, initiant un arco émotionnel secret. Elle joua avec plus d'assurance, et quand les applaudissements éclatèrent, un rosse fugace se produisit. En se levant, sa main effleura celle d'Henri, qui entrait pour annoncer le départ. Un silence partagé s'installa entre eux, chargé d'une complicité naissante, ses yeux à lui plongeant dans les siens avec une chaleur contenue. Dehors, sous le ciel azuré de l'après-midi, Arnaud observait depuis une calèche arrêtée à l'angle de la rue. Ses doigts gantés serraient sa canne, et un pli soucieux barrait son front. Il avait délégué Henri pour tester les limites, mais ce regard échangé ne lui avait pas échappé. Ce chauffeur, une distraction dangereuse, murmura-t-il à son valet, agissant déjà dans les ombres pour resserrer la surveillance. Émilie monta en voiture, le cœur plus léger après ce petit triomphe. La musique avait conquis les sceptiques, mais la menace du comte planait. Henri démarra le moteur d'un geste précis et dans l'habitacle clos, il murmura « Vous avez été magnifique, mademoiselle ». Un avancé émotionnel, un regard prolongé qui fit battre son pouls. Le soir même, une note dans le journal local, Le Progrès de Lyon, rapporta le thé. Mademoiselle Beaumont charme les salons, prête pour son rôle de comtesse. Une conséquence visible, un pas vers l'acceptation. Mais pliée dans l'édition, une coupure anonyme « Beware the shadows of the manor » en anglais, comme un écho au secret d'Henri. Émilie la serra dans sa main, le doute renaissant. Qu'allait révéler cette alliance et qui tirait les ficelles dans l'ombre? La pluie s'abattit sur Lyon, comme un rideau de fer, transformant les rues pavées en torrents boueux et le ciel printanier en une nuit prématurée. C'était 3 jours après le thé chez madame Duval, et Émilie Beaumont,
encore imprégné de la chaleur fugace de ce regard échangé avec Henri, se retrouvait confiné dans la panarde Levasseur qui filait vers une propriété isolée aux abords de la ville. Le comte Arnaud de Villiers avait insisté pour cette escapade, un voyage de fiançailles, prétexte à des discussions d'affaires avec des fournisseurs de soie, mais aussi une façon de la tenir sous son regard vigilant. Victor, son père, avait approuvé d'un hochement sec, ignorant les tourbillons intérieurs de sa fille. C'est l'occasion de consolider l'alliance, avait-il dit, sa voix résonnant dans le vestibule humide du manoir de Bellevue. L'automobile avançait K1 sur la route sinueuse, ses phares naissants perçant à peine l'averse. Henri Duval serrait le volant, ses jointures blanchies par l'effort, la livrée grise collant à sa peau sous l'humidité. À l'arrière, Émilie se tenait raide, enveloppée dans un manteau de laine bleu marine bordé de velours, ses cheveux châtains échappant en mèches folles dessous son chapeau mouillé. Le comte, assis à ses côtés, lisait un journal plié, son monocle embué, indifférent au grondement du tonnerre qui ébranlait la carrosserie. « Cette tempête est un présage favorable », déclara-t-il d'un ton monocorde sans lever les yeux. « Elle lave les impuretés. » Émilie hocha la tête, mais son esprit vagabondait vers l'avant, où la silhouette d'Henri se découpait dans la pénombre. Depuis le thé, une complicité tacite s'était tissée entre eux, des regards volés, un mot murmuré lors d'une course, mais ce voyage forcé les rapprochait dangereusement, comme si la Providence conspirait pour briser les barrières. Soudain, un craquement sinistre retentit. La roue avant heurta une ornière remplie d'eau, et l'automobile dérapa violemment sur la boue. Henri jura à voix basse, luttant pour redresser la trajectoire, mais le véhicule s'embourba dans un fossé latéral, son moteur tout sautant avant de s'éteindre. Le comte pesta, son visage rougeoyant, à la lueur d'une lanterne qu'Henri alluma précipitamment. « Incompétent, appelez de l'aide !» ordonna-t-il, mais la pluie noie tout cri. Émilie descendit en trébuchant, ses bottines de cuir s'enfonçant dans la terre détrempée, tandis qu'Henri et le comte tentaient de pousser la voiture. Peine perdue. Forcés à l'abri, ils se réfugièrent dans une auberge modeste au bord de la route, un relais pour cocher où les murs de pierre suintaient l'humidité et l'odeur de tourbe brûlée emplissait l'air. Le comte, furieux, envoya un valet à cheval chercher une remorque à Lyon, ce qui les condamnait à une nuit entière confinée. « Je dormirai dans la chambre privée », grogna-t-il, claquant la porte derrière lui, laissant Émilie et Henri seuls dans la salle commune, éclairés par une cheminée crépitante. L'auberge était déserte, hormis un aubergiste bourru qui servit du vin chaud épicé avant de se retirer. Émilie s'assit près du feu, ses mains tremblantes tendues vers les flammes, le manteau goûtant sur le sol de dalles irrégulières. Henri, à l'autre bout de la table massive en chêne, ôta sa casquette, révélant des cheveux noirs humides plaqués sur son front. Pour la première fois, sans la livrée impeccable du manoir, il paraissait vulnérable, un homme de chair et d'os, pas un fantôme au service. « Mademoiselle, permettez-moi de vous réchauffer », dit-il doucement, versant du vin dans une tasse ébréchée. Leurs doigts se frôlèrent, et Émilie sentit une chaleur monter, bien au-delà du liquide fumant. Le silence s'étira, rompu seulement par le crépitement des bûches et le martèlement incessant de la pluie sur les tuiles. C'est alors que la scène encore surgit, comme un cadeau du destin. Dans un coin sombre, sur une étagère poussiéreuse, trônait un violon usé, cordes tendues et vernis écaillés par les ans. Henri le remarqua, ses yeux s'illuminant d'une lueur inattendue. « Je jouais autrefois », murmura-t-il, presque à contre-cœur. Émilie, curieuse, l'encouragea d'un signe. Il prit l'instrument, l'accordant d'une main experte, et bientôt une mélodie poignante emplit la pièce. Un air folklorique du Sud, lent et chargé de nostalgie, évoquant des collines ensoleillées et des adieux déchirants. Les notes dansaient sur les flammes, et Émilie, les yeux clos, se laissa emporter. Quand il s'arrêta, le silence revint, plus intime encore. « Où avez-vous appris cela ?» demanda-t-elle, la voix basse. Henri posa le violon, son regard bleu plongeant dans le sien. « À Paris, enfant. Mon père était horloger, mais il rêvait de musique.
Il est mort jeune, emporté par la tuberculose, me laissant avec une sœur à charge. J'ai vendu tout pour survivre, montres, outils, même ce violon que j'ai racheté des années plus tard. Sa voix se brisa légèrement, révélant une couche profonde, la culpabilité d'un frère aîné, le devoir écrasant qui l'avait poussé vers les métiers manuels, puis vers ses nuits solitaires à spéculer sur des marchés lointains. Wall Street. Oh, c'est un pari fou, mademoiselle. Des actions en coton américain, des rumeurs de chemin de fer, pas pour la gloire, mais pour offrir un avenir à ceux que j'aime. Émilie sentit son cœur se serrer. À son tour, elle ouvrit son passé férido, tirant de son réticule un médaillon d'argent hérité de sa mère, un objet rond gravé d'une rose contenant un portrait jauni. Ma mère chantait des berceuses avant de mourir en me donnant la vie. Père dit que c'est le prix de l'empire familial, mais je porte cette culpabilité comme un corset trop serré. Ce mariage, c'est un devoir qui m'étouffe, Henri. Elle prononça son prénom pour la première fois, un geste intime qui fit rougir ses joues. Il s'approcha, posant une main sur la table, près de la sienne, sans la toucher. Vous méritez plus qu'un contrat froid. La liberté, c'est ce que j'ai cherché dans ces secrets, non pour trahir, mais pour briser les chaînes. Une promesse tacite plana, un serment muet de protection, changeant la température émotionnelle en une chaleur douce, confiante. Leurs regards se verrouillèrent, un silence partagé où les mots superflus s'effaçaient, humanisant Henri au-delà du chauffeur, un homme tourmenté par le luto et l'ambition, miroir de ses propres luttes. Dehors, la tempête faiblissait, mais un bruit de sabots approcha. Un messager du comte, trempé jusqu'aux os, entra en trombe, portant un pli scellé. « De Monsieur de Villiers, mademoiselle. » Émilie l'ouvrit, le cœur battant, des mots glacials, accusant Henri d'espionnage pour des concurrents parisiens, exigeant son renvoi immédiat. « Il sait, ou soupçonne, » murmura Henri, son visage assombri. Le comte avait envoyé un espion, un valet discret, qui les avait suivis. La confiance naissante vacilla, la marée émotionnelle rebaissée par cette menace. Émilie serra le médaillon, se demandant si cette nuit d'intimité n'était que le prélude à une séparation inévitable. La pluie reprit de plus belle, comme un avertissement du ciel. La nuit à l'auberge s'étira en un supplice humide, le feu mourant dans la cheminée laissant place à un froid qui s'insinuait jusqu'aux os. Émilie Beaumont serrait le médaillon de sa mère, ses doigts glacés, tandis que le messager du comte Arnaud de Villiers s'éclipsait dans l'ombre, sa cape ruisselante goûtant sur le sol. Henri Duval se leva d'un bond, son visage durci par une rage contenue, les muscles de ses épaules saillant sous la chemise trempée. « Il ment !» murmura-t-il, la voix rauque comme le tonnerre lointain. « Ces accusations, ce sont des armes pour me briser. » Émilie leva les yeux vers lui, le cœur déchiré entre la confiance naissante et la peur qui rampait comme la brume sur la route. La lettre accusait Henri d'espionner pour des rivaux parisiens, de trahir les secrets des usines Beaumont en échange de pots de vin. Des mots froids, signés du comte, exigeant son renvoi immédiat et une enquête discrète auprès des autorités locales. « Retournez à Lyon sans délai, mademoiselle, et laissez cet homme au loup », concluait le pli. Henri froissa le papier, ses yeux bleus flamboyant d'une fureur qu'il maîtrisa d'un souffle profond. « Je ne suis pas un espion, Émilie, c'est nuit à écrire. Ce sont des calculs pour des actions outre-Atlantique, un rêve pour sortir de l'ombre. » Mais le comte, il flaire la menace. Et elle posa une main sur son bras, un geste impulsif qui fit vibrer l'air entre eux. Prouvons-le, ensemble. Mais le destin, cruel, intervint. Des coups retentissants à la porte de l'auberge les figèrent. 3 hommes en manteau sombre entrèrent, trempés, escortés par un constable lyonnais aux moustaches cirées et à l'uniforme bleu marine boutonné jusqu'au col. « Henri Duval, au nom de la loi, vous êtes accusé de vol de documents confidentiels », déclara l'officier d'une voix tonnante, agitant un mandat griffonné à la hâte. Le comte avait agi vite, ses connexions dans la préfecture transformant un soupçon en assaut frontal. Émilie bondit sur ses pieds, la voix tremblante. « C'est une erreur, il est innocent !»
Mais les hommes empoignèrent Henri, qui se débattit sans violence, ses poignets liés par une corde rugueuse. « Mademoiselle, restez en dehors de cela », gronda le constable, jetant un regard méprisant à sa robe élégante. « Les affaires des domestiques ne regardent pas les dames. » Henri tourna la tête vers elle une dernière fois, son regard chargé d'un adieu muet. « Protégez-vous, Émilie, ne laissez pas ce mariage vous avaler. » On l'entraîna dehors, sous la pluie battante, vers un fourgon attelé qui cahotait dans la nuit. Le comte, invisible mais omniprésent, avait saboté leur intimité naissante, exposant Henri comme un traître public. Le lendemain matin, les journaux de Lyon, Le Progrès en tête, titraient « Chauffeur d'industriel arrêté pour espionnage industriel ». Une caricature grossière montrait un valet aux mains sales, fouillant des tiroirs, sous le manoir de Bellevue. La réputation d'Émilie en prenait un coup oblique. Fiancée d'un comte qui purgeait les indésirables, mais soupçonnée d'avoir fraternisé avec le coupable. De retour au manoir, sous un ciel plombé qui pesait sur le Rhône, Émilie affronta l'orage familial. Victor Beaumont arpentait le salon, son visage buriné rouge de colère, la redingote noire froissée comme après une nuit sans sommeil. Ce Duval, un serpent dans nos murs, le comte a bien fait d'alerter les autorités. Il claqua un exemplaire du journal sur la table d'acajou, les pages froissées comme les alliances brisées. Madame Lefebvre, aux côtés, hochait la tête, ses lèvres pincées en une ligne de désapprobation. « Je vous avais prévenu, mademoiselle, les regards volés mènent à la ruine. » Émilie, encore pâle de la nuit, en robe de laine grise collant à sa peau humide, sentit son monde s'effondrer. Le comte arriva en calèche peu après, son monocle scintillant sous les nuages, vêtu d'un frac impeccable malgré la boue. « Ma chère, ce scandale ternit notre union, » déclara-t-il d'un ton suave, mais ses yeux froids trahissaient la victoire. « J'ai veillé à ce que l'enquête soit rapide. Duval confessera et nous pourrons avancer. » La conséquence fut tangible, un coup de poignard dans le cœur de leur équilibre fragile. Victor, furieux de voir ses usines éclaboussées, rumeur de fuite de formules de teinture vers des concurrents, retira tout soutien à Émilie. « Ton imprudence nous coûte cher. Plus de sorties sans escorte, plus de ces rêveries absurdes. » Elle se retrouva isolée, confinée dans sa chambre aux murs tapissés de soie fanée, les domestiques évitant son regard comme une pestiférée. La société lyonnaise, ce cercle étouffant de thés et de messes, se referma. Invitations annulées, murmures dans les églises la qualifiant de demoiselle imprudente. Le projet d'alliance vacillait. Arnaud exigeait un mariage accéléré pour laver l'honneur, mais sa confiance en elle s'effritait, la traitant désormais comme une charge fragile. Émilie, seule avec ses larmes, sentit la rupture émotionnelle avec Henri, comme une plaie ouverte. Il était détenu dans une cellule humide de la préfecture, interrogé sur ses papiers codés, ses actions secrètes à Wall Street, mal interprétées comme des plans d'espionnage. Le moment sans retour survint l'après-midi même, dans le bureau paternel. Victor, confronté à une lettre du comte révélant des dettes cachées dans les usines, peut-être sabotées par le chaos, posa un ultimatum. « Épouse-le dans 15 jours, ou je te renie. Cette famille ne survivra pas au ragot. » Émilie signa un avenant au contrat, les mains tremblantes, scellant son destin. Plus de liberté, une vie sous la férule d'Arnaud, et Henri condamné à l'exil, ou pire. Elle tenta une visite à la prison, chaperonnée par un valet, mais on la refusa. « Ordre du comte », grogna le geôlier. De sa cellule, Henri avait glissé un mot par un gardien complice. « Fuyez ce piège. Mes secrets vous protégeront un jour. » Mais la porte claqua, séparant leurs âmes comme un mur infranchissable. Ce soir-là, alors que les lanternes à gaz illuminaient les rues de Lyon d'une lueur jaunâtre, Émilie se tint à sa fenêtre, regardant le Rhône couler sombre et impitoyable. Le comte dînait au manoir, toast à la main, célébrant sa victoire. Pourtant, dans l'ombre, un messager anonyme frappa à la porte de service. Une enveloppe scellée, contenant un extrait de compte bancaire américain. Épreuve des investissements légitimes d'Henri.
Le vrai traître est plus proche que vous ne pensez, y lisait-on. Émilie la serra contre son cœur, isolée mais résolue. Arnaud, sentant le vent tourner, prépara son prochain coup. Mais pour l'instant, le couple était brisé, exilé dans le silence, et le chemin vers la rédemption s'annonçait semé d'épines plus acérées. Les jours suivants, l'arrestation d'Henri Duval s'étirèrent comme une toile d'araignée, piégeant Émilie Beaumont dans un cocon de silence oppressant au manoir de Bellevue. Lyon, sous un ciel d'automne naissant en 1898, revêtait ses couleurs ocres, mais pour elle, tout n'était que grisaille. Confinée par ordre paternel, elle passait ses heures dans la bibliothèque au rayonnage, chargée de volumes reliés, ses doigts effleurant les reliures de cuir sans vraiment lire. Sa robe de laine bleue ardoise, boutonnée jusqu'au cou, collait à sa peau comme un reproche constant. Victor Beaumont, absorbé par les comptes des usines qui vacillaient sous les rumeurs, évitait son regard, tandis que le comte Arnaud de Villiers multipliait les visites, son sourire pincé masquant une satisfaction vorace. « Cette affaire Duval est close, ma chère. Concentrons-nous sur notre avenir, déclarait-il, sa canne tapotant le sol de marbre comme un métronome impitoyable. Pourtant, l'enveloppe anonyme glissée par le messager avait allumé une étincelle. Émilie l'avait cachée sous son matelas, relisant nuit après nuit l'extrait de comptes bancaires américains, des investissements en actions de chemin de fer signés H. Duval, prouvant des gains légitimes à Wall Street, loin des accusations d'espionnage. Le vrai traître est plus proche, y lisait-elle, le cœur battant. Qui l'avait envoyé? Un allié dans l'ombre? Elle décida d'agir. Brisant son isolement par une lettre discrète à un avocat de famille, un vieil oncle éloigné nommé Monsieur Laurent, connu pour sa discrétion dans les cercles bourgeois. Vérifiez ces documents. L'innocence d'un homme est en jeu, écrivit-elle, scellant le pli d'une main ferme. Le premier pic d'espoir surgit 2 jours plus tard, au crépuscule, quand un fiacre s'arrêta dans la cour pavée. Monsieur Laurent descendit, un homme sec d'une 50aine d'années, vêtu d'une redingote grise et portant une serviette de cuir usée. Victor le reçut dans son bureau, mais Émilie s'invita, les yeux résolus. « Père, écoutez, Henri Duval n'est pas un espion. » L'avocat déroula ses preuves. L'extrait bancaire, corroboré par une lettre d'un courtier new-yorkais, contacté par télégramme, une rareté pour l'époque, confirmant les transactions honnêtes. Ce ne sont pas des plans de sabotage, mais des spéculations privées. L'arrestation repose sur un malentendu ou une manipulation. Victor fronça les sourcils, ses doigts tambourinant sur le bureau. Arnaud, alerté par un domestique, surgit, son monocle scintillant. « Absurde ! J'ai des témoins. » Mais le doute s'insinua, et sous la pression, il ordonna une enquête complémentaire. Henri fut libéré le soir même, les charges abandonnées faute de preuves solides. Le constable Penaud le raccompagna aux écuries du manoir, où il reprit son poste, blême mais droit. Émilie le trouva là, sous la lueur d'une lanterne, nettoyant la panarde Levasseur d'un geste mécanique. « Vous êtes libre », murmura-t-elle, s'approchant malgré les ombres. Henri leva les yeux, son regard bleu chargé d'une gratitude muette. « Grâce à vous, mademoiselle. Ce n'était pas de la friesa, mais du devoir. Protéger ma sœur à Paris, avec ses gains secrets. J'ai caché cela pour ne pas attirer l'envie. » Elle posa une main sur son bras, un geste contenu qui raviva leur complicité. « Et moi, j'ai agi pour la vérité. Ensemble, nous briserons ces chaînes. » Un silence partagé s'installa, plus fort que la passion, une confiance forgée dans l'épreuve, re-encadrant Henri non comme un serviteur froid, mais un homme loyal, tourmenté par le poids de ses choix. Le cœur d'Émilie s'emballa, un pic d'espoir pur, comme un rayon perçant les nuages. Mais le Val s'abattit vite. Arnaud, furieux de cet échec, contre-attaqua dans l'ombre. Le lendemain, une rumeur enfla dans les salons lyonnais. Des lettres forgées, circulant via des domestiques complices, accusaient Victor d'irrégularité fiscale dans ses usines, liées au secret de Duval. Le Progrès rapporta un scandale familial, ternissant la réputation des Beaumont. Victor, acculé, confronta sa fille. « Ton entêtement nous ruine.
Émilie sentit la menace grandir, le contourdissant un complot plus vaste, ses propres dettes, masquées par ce mariage, exposées comme un piège pour s'emparer des usines. La révélation structurale frappa comme un éclair. Lors d'une fouille discrète des papiers d'Arnaud, menée par l'avocat, un livre Kesha caché révéla des manipulations, des faux témoignages, achetés à des valets, et un portrait jauni, celui d'une maîtresse parisienne, liant le comte à des spéculateurs véreux qui visaient l'empire Beaumont. Le pic d'indignation culmina quand Émilie, assumant son agence, rédigea une lettre publique. Assise à son secrétaire, plume en main, elle exposa la vérité dans un communiqué adressé au journal et aux notables lyonnais. Le comte de Villiers a ourdi un complot pour s'approprier notre honneur familial, utilisant des accusations mensongères contre un homme innocent. Signée de sa main, la missive circula comme une traînée de poudre, lue lors d'un thé mondain où elle parut, robe de soie noire soulignant sa détermination. Les dames, d'abord choquées, applaudirent son courage. Monsieur Laurent témoigna, brandissant le livre Kesha. La perception sociale bascula. Émilie, de victime passive, devint une héroïne résolue, altérant les murmures en acclamations. Victor, ébranlé, la soutint enfin. « Tu as raison, ma fille. Nous combattrons. » Henri, réapprochant dans l'ombre des écuries, murmura « Votre force m'inspire. Ce n'est plus du devoir seul, mais une alliance. » Leurs mains se frôlèrent. Une confiance profonde, scellant leurs liens, loin de la passion brute. Mais Arnaud riposta. Une lettre menaçante glissa sous la porte d'Émilie, promettant « ruine totale si vous persistez ». Le val de danger s'approfondit, évoquant une menace plus grande, un procès public ou pire, l'exil familial. Pourtant l'action d'Émilie porta ses fruits. Une assemblée d'industriels fut convoquée à l'Opéra de Lyon, un événement décisif où la vérité éclaterait au grand jour. Invités par Victor, les notables attendraient, et Arnaud y paraîtrait acculé. Émilie, le cœur serré, se prépara, ignorant que ce soir-là, sous les lustres cristallins, le destin basculerait pour de bon. Si cette révélation vous indigne autant que moi, likez cette vidéo pour soutenir des histoires comme celle-ci. Environ 890 mots. Les lustres de l'Opéra de Lyon scintillaient comme des constellations captives, projetant une lumière dorée sur les velours rouges des fauteuils et les robes chatoyantes des dames. C'était une soirée d'automne, en 1898, l'air chargé d'un parfum de jasmin et de cire fondue, tandis que l'orchestre accordait ses instruments dans les coulisses. L'assemblée d'industriels, convoquée par Victor Beaumont, se pressait dans les loges et le parterre. Une centaine de notables lyonnais, hommes en frac noir et cravate blanche, femmes en soieries brodées de perles, tous venus pour un gala masquant un jugement public. Émilie Beaumont, au bras de son père, descendit le grand escalier de marbre, sa robe de taffetas ivoire moulant sa silhouette avec une élégance austère, le corset serré comme un serment de courage. À 22 ans, ses yeux verts brillaient d'une détermination farouche, ses cheveux châtains relevés en un chignon orné d'un camée d'onyx. Victor, raide dans sa redingote, serrait sa canne d'ébène, son visage buriné reflétant un mélange de fierté et d'appréhension. « Ce soir, nous l'avons notre nom », murmura-t-il, sa voix grave couvrant le bourdonnement des conversations. Henri Duval se tenait en retrait, près des issues de service, sa livrée grise impeccable contrastant avec la foule opulente. Libéré mais marqué par les geôles, il observait Émilie d'un regard bleu intense, chargé d'une loyauté silencieuse. Leurs échanges ces derniers jours avaient été brefs, volés dans les couloirs du manoir, un effleurement de main, un mot chuchoté promettant alliance. Le comte Arnaud de Villiers arriva en dernier, flanqué de 2 valets en livrée, son frac taillé sur mesure et son monocle luisant comme une lame. À 40 ans, il arborait une assurance feinte, mais un tic nerveux agitait sa moustache cirée. Il salua Victor d'une inclinaison polie, ignorant Émilie comme un meuble indésirable. « Cette assemblée est une formalité, cher ami. Nos affaires prospéreront une fois ce. » Malentendu dissipé.
Le rideau s'ouvrit sur une scène improvisée. Non un opéra, mais un tribunal mondain. Victor prit la parole depuis la scène, sa voix résonnant sous les voûtes peintes. « Messieurs, mesdames, nous sommes réunis pour éclaircir un complot qui menace nos fondations industrielles. » Il déroula le livre Quexa du comte, ses pages craquant comme des feuilles mortes. Les murmures s'élevèrent, un frisson parcourant l'assemblée. Émilie, debout à ses côtés, sentit les regards converger. De la pitié résiduelle à une curiosité vorace. Arnaud bondit sur scène, son visage empourpré. « Calomnie, j'ai des preuves de la trahison des Beaumont, des documents volés par ce chauffeur, Duval, qui complote avec des Américains. » Il brandit un dossier ficelé, des lettres falsifiées qu'il agita comme un étendard. Une témoin achetée, une veuve aux yeux fuyants nommée Madame Roux, s'avança depuis une loge. « J'ai vu Duval fouiller les bureaux, messieurs. Il vend des secrets à Paris. » La sabotage finale frappa comme un coup de poignard. Le dossier contenait des faux, signés de la main d'Émilie elle-même, contrefaits par un faussaire aux ordres d'Arnaud. Les rires étouffés fusèrent, l'humiliation submergeant Émilie comme une vague. « Traîtresse !» hurla une voix anonyme. Une fiancée indigne. Le cœur d'Émilie martela sa poitrine, mais elle se redressa, sa voix claire tranchant l'air. « Mensonge, ces lettres sont forgées, comme le livre Quexa que vous cachez, comte. » Elle fit signe à Monsieur Laurent, l'avocat, qui grimpa sur scène, serviette en main. Le contre-attaque fut intelligent, précis comme un coup de scalpel. Il présenta les preuves. L'extrait bancaire authentique de Wall Street, une lettre du courtier new-yorkais, arrivée par courrier express, et un témoignage clé de la sœur d'Henri, une modiste parisienne aux yeux vifs, qui avait voyagé en secret pour attester « Mon frère investit pour notre famille, non pour trahir. Le comte m'a approché, offrant de l'argent pour mentir. » L'assemblée retint son souffle. Arnaud blêmit, son monocle tombant sur le plancher avec un tintement cristallin. « Foutaise, j'ai des alliés puissants !» balbutia-t-il, mais Laurent révéla le clou. Un portrait jauni, exhumé des papiers du comte, montrant Arnaud avec un spéculateur véreux parisien, complice des dettes masquées. « Vous visiez les usines Beaumont pour rembourser vos dettes de jeu ?» En sabotant d'abord Duval pour isoler Émilie. La vérité éclata comme un feu d'artifice. Victor intervint, sa voix tonnante. « Comte, votre alliance est rompue. Quittez Lyon avant l'aube ou affrontez la justice. » L'assemblée rugit d'indignation, les poings serrés, les éventails claquant comme des applaudissements vengeurs. Arnaud, acculé, recula vers les coulisses, son visage tordu en une grimace de défaite. « Vous paierez pour cela ?» cracha-t-il, mais 2 constables, alertés discrètement, l'escortèrent dehors sous les huées. Émilie, les larmes aux yeux, se tourna vers la foule. « J'ai choisi l'honneur sur le devoir forcé. Pour ma famille, pour la vérité. » Les acclamations éclatèrent, les dames se levant en un mouvement ondoyant, réencadrant la jeune femme. De l'humilé soupçonnée, elle devint l'héroïne respectée, symbole de courage bourgeois. Victor l'embrassa sur le front, fier pour la première fois. « Tu as sauvé notre nom, ma fille. » Henri émergea des ombres, montant sur scène sous les regards approbateurs. Il prit la main d'Émilie, un geste public osé mais pur, et murmura pour elle seule. « Votre force est la mienne. » La communauté applaudit, validant leur lien naissant comme une victoire collective. Le pic d'euphoria submergea l'opéra. Rire libérateur, toast porté avec du champagne qui pétillait comme l'air purifié. Arnaud, exilé dans la nuit lyonnaise, perdait tout, titre terni, alliance brisée, dette exposée aux créanciers. Si cette victoire vous emporte autant que nous, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune autre histoire captivante. Le silence retomba enfin, comme un voile apaisant après la tempête. Émilie et Henri se retirèrent dans une loge vide, la porte close sur le tumulte. Leurs regards se croisèrent, un engagement intime tacite scellant leur destin, non des mots, mais un serment muet. Leurs mains enlacées sous la lueur tamisée d'une applique. Dehors, Lyon scintillait, mais pour eux, un nouveau chapitre s'ouvrait, chargé de promesses fragiles. Qu'adviendrait-il de ces secrets transatlantiques une fois l'empire familial sauvé? Les jours suivants, l'affrontement à l'Opéra de Lyon,
s'écoulèrent comme un fleuve apaisé, emportant les débris de l'orage. Le manoir de Bellevue, baigné par un automne doux en 1898, reprit vie sous un ciel clair, les feuilles des platanes dansant sur les allées pavées comme des confettis victorieux. Émilie Beaumont, libérée des chaînes du contrat forcé, arpentait les couloirs lambrissés avec une assurance nouvelle. À 22 ans, sa silhouette gracile, moulée dans une robe de serge vert olive bordée de dentelle, reflétait une transformation profonde. Ses yeux verts, jadis voilés de doute, brillaient d'une compassion active, et sa voix, autrefois hésitante, portait désormais l'autorité d'une leader naissante. Victor, son père, avait vieilli d'un coup, ses épaules voûtées se redressant sous le poids allégé de la vérité. « Tu as sauvé plus que notre nom, ma fille », murmura-t-il un matin dans le salon aux meubles d'acajou où les rayons du soleil filtraient à travers les vitraux colorés. Le comte Arnaud de Villiers subit les conséquences avec une rapidité impitoyable. Exilé de Lyon par un décret discret des notables industriels, une sanction collective forgée dans les fumées des ateliers de soie, il perdit tout prestige. Ses dettes, exposées au grand jour par le livre Quécha révélé, attirèrent les créanciers comme des vautours, les entrepôts parisiens hypothéqués, le titre nobiliaire ridiculisé dans les caricatures du Progrès. On le vit partir en calèche brinque-ballante, son monocle brisé dans la poche, direction un exil amer en province, où ses anciens alliés le fuirent comme une peste. « La justice des hommes est plus cruelle que les lois », écrivit-il dans une lettre rageuse à Victor, mais elle finit au feu de la cheminée, consumée comme ses ambitions. Madame Roux, sa témoin achetée, fut discrètement reléguée dans un couvent aux abords de la ville, son mensonge la privant de toute société respectable. Les neutres, comme les fournisseurs hésitants, se repositionnèrent en alliés fervents des Beaumont, signant de nouveaux contrats pour les usines revitalisées. Émilie, avec l'aide de Monsieur Laurent l'avocat, noua les fils légaux en un nœud solide. Une audience formelle à la préfecture, sous les lambris de chêne et les regards scrutateurs des magistrats, scella l'annulation du contrat de mariage. « Libre par choix, non par caprice », déclara-t-elle, sa voix ferme résonnant dans la salle aux échos feutrés. Victor, témoin clé, témoigna de la manipulation, et les preuves, lettres, comptes, témoignages, formèrent un rempart inébranlable. L'empire familial, jadis menacé, se renforça. Les ouvriers canuts, touchés par le scandale, virent leurs salaires augmenter, et Victor promit des réformes pour apaiser les grèves naissantes. Madame Lefebvre, la gouvernante stricte, adoucit son ton. Repentante d'avoir soutenu Arnaud, elle offrit à Émilie un châle brodé de sa main, symbole d'une alliance repentie. « J'ai été aveugle, mademoiselle. Votre compassion m'enseigne. » Le lien entre Émilie et Henri Duval se scella par une libre choix, une alliance entre égaux forgée dans l'intimité du jardin clos. C'était un après-midi ensoleillé, 3 semaines après l'opéra, quand Henri l'invita à une promenade discrète, loin des yeux du manoir. Vêtu d'une redingote simple en laine grise, ses cheveux noirs balayés par la brise du Rhône, il tenait un petit écrin de velours. Pas un héritage empoisonné, mais un commencement, dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une alliance d'or pur, sans pierre ni passé, forgée par un orfèvre lyonnais sur ses indications. Émilie, en robe de promenade en cachemire beige, ornée d'un collier de perles modestes, tendit la main, ses doigts effleurant les siens dans un geste pur. « Henri, c'est notre horizon, non un contrat. » Il glissa l'anneau à son annulaire, leurs regards verrouillés dans un silence chargé d'émotion. Pas de baiser fiévreux, mais un effleurement de lèvres sur la joue, doux comme une promesse, scellant leur union future. Henri révéla enfin ses secrets transatlantiques. Les actions à Wall Street, fructueuses en coton et fer, financeraient non seulement sa sœur à Paris, mais un projet commun. Une école pour les filles des Canuts, où l'on enseignerait lecture, musique et commerce, brisant les chaînes de l'ignorance. Leur transformation s'illustra dans des actes concrets. Émilie, voix de la compassion, organisa une bibliothèque au manoir, ouverte aux ouvriers.
Rayage garni de volumes sur l'histoire et les arts, où les enfants des usines venaient lire à la lueur des lanternes. Henri, avec sa leadership pratique, répara les métiers à tisser défaillants, ses mains calleuses guidant les apprentis. Victor, ému, céda une aile du domaine pour cette œuvre sociale, un legs durable qui redessina le status quo. Les Beaumont n'étaient plus de simples industriels, mais des bienfaiteurs, leur nom synonyme de justice. Les coadjuvants trouvèrent leur place. Monsieur Laurent devint conseiller familial, récompensé par une part des bénéfices. La sœur d'Henri, invitée à Lyon, ouvrit un atelier de mode, reliant Paris aux soieries locales. L'image finale se grava un soir d'hiver naissant, sur la terrasse du manoir, surplombant le Rhône scintillant sous la lune. Émilie et Henri, main dans la main, regardaient à l'horizon où les lumières de Lyon palpitaient comme un cœur renaissant. « Notre amour a conquis les ombres », murmura-t-elle, posant la tête sur son épaule. Il l'embrassa alors. Un baiser né de l'amour pur, tendre et victorieux, tandis que les cloches de l'église sonnaient l'heure d'un avenir partagé. Au loin, une lettre arrivée par courrier, une invitation à un congrès industriel à Paris, suggérait une suite. Leur secret pourrait-il conquérir le monde ou attirer de nouvelles tempêtes? Le fleuve coulait, emportant les peurs vers un demain radieux. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit mémorable à l'Opéra de Lyon, où les lustres avaient illuminé non seulement une victoire, mais le début d'une ère nouvelle. Nous sommes en 1908, sous un ciel d'automne radieux qui baigne le manoir de Bellevue d'une lumière dorée, comme si le temps lui-même avait adouci les contours des souvenirs. Le Rhône coule toujours, paisible et infatigable, reflétant les tours élancées de la ville qui s'est embellie. Les usines bourdonnent d'une activité renouvelée, les boulevards s'élargissent pour accueillir les automobiles rutilantes qui succèdent aux calèches d'antan. Mais au cœur de ce manoir, autrefois théâtre de tempêtes familiales, règne une sérénité profonde, tissée de rires d'enfants et de silences complices. Émilie Duval, née Beaumont à 32 ans, se tient sur la terrasse surplombant le fleuve, une main posée sur son ventre légèrement arrondi par une 5e grossesse attendue. Sa silhouette, toujours gracile malgré les années et les maternités, est enveloppée d'une robe de laine douce en ton vert olive, cintrée à la taille, mais libérée des corsets rigides d'autrefois. Une mode qui s'assouplit comme sa vie. Ses cheveux châtains, striés de fils d'argent précoce, cascadent en un chignon lâche orné d'un simple peigne d'ivoire, héritage de sa mère. Ses yeux verts, jadis tourmentés par le doute, pétillent d'une joie sereine, marquée par les rides fines du sourire. À ses côtés, Henri Duval, 40 ans passés, appuie ses larges épaules contre la balustrade de pierre. Ses cheveux noirs grisonnent aux tempes et une barbe naissante ombrage son menton, mais son regard bleu acier conserve cette intensité qui l'avait captivé jadis. Vêtu d'une redingote de tweed gris, chemise blanche ouverte au col, un luxe bourgeois décontracté, il tient un journal plié, les pages couvertes d'articles sur les marchés transatlantiques. Ses mains, autrefois calleuses du volant et des moteurs, sont plus douces, marquées seulement par les traits d'une plume qui signent désormais des contrats ambitieux. Leur amour a résisté au temps, non comme une flamme ardente, mais comme un feu de cheminée constant, nourri par les épreuves partagées. Ils se sont mariés 1 an après le scandale, dans une cérémonie intime à l'église Saint-Jean, sous les vitraux qui filtraient une lumière sacrée. Victor Beaumont, vieilli mais fier, avait donné sa bénédiction d'une voix émue, entouré des ouvriers canutes qui acclamaient la mariée comme une reine du peuple. « Tu as choisi la liberté, ma fille, et elle t'a rendu la pareille », avait-il murmuré, les larmes aux yeux. 4 enfants animaient déjà leur foyer. Louis, 8 ans, un garçon vif aux yeux bleus d'Henri, qui démonte déjà les mécanismes des nouvelles machines. Marie, 6 ans, une fillette aux boucles châtaines d'Émilie, passionnée par les livres de la bibliothèque familiale. Et les jumeaux Pierre et Claire, 4 ans, qui courent dans le jardin en riant, leurs robes et culottes tachées de terre, des rosiers qu'ils arrosent. Le 5e, attendu pour le printemps, promet de prolonger cette lignée d'union entre 2 mondes, l'héritage industriel des Beaumont et les rêves audacieux d'Henri.
Les changements familiaux et sociaux sont profonds, comme des racines qui se sont ancrées solidement. Victor, à 65 ans, s'est retiré des affaires quotidiennes, confiant l'empire des soieries à Henri, dont les investissements à Wall Street, désormais transparents et fructueux, ont multiplié les richesses. Les actions en chemin de fer américain et en coton égyptien ont financé non seulement l'expansion des usines, mais un legs durable. L'école pour les filles des Canuts, inaugurée 5 ans plus tôt, dans une aile rénovée du manoir. 100 élèves y apprennent la lecture, l'arithmétique et même les bases du commerce, sous la direction d'Émilie, qui enseigne la musique et l'histoire avec une passion contagieuse. Ces petites mains tisseront plus que de la soie, elles tisseront leur destin, dit-elle souvent aux mères assemblées, sa voix résonnant comme un écho de sa propre rébellion. La bibliothèque, ouverte à tous, bourdonne d'activités. Des soirées de lecture attirent ouvriers et bourgeois, effaçant les barrières de classe qui avaient autrefois emprisonné Émilie. Madame Lefebvre, la gouvernante d'antan, vit désormais comme une tante bienveillante dans une petite maison du domaine, ses robes noires troquées pour des tons pastels, et elle berce les jumeaux en racontant des contes adoucis. Mais le temps a aussi exigé son tribut, rappel poignant que les victoires portent des cicatrices. Victor, affaibli par une crise cardiaque 2 ans plus tôt, se repose dans un fauteuil du salon entouré de portraits familiaux. « J'ai payé le prix de mon ambition aveugle », confie-t-il parfois à Émilie, sa main tremblante serrant la sienne. Le comte Arnaud de Villiers, lui, a sombré dans l'oubli amer. Exilé en province, ses dettes l'ont conduit à la ruine totale. Un scandale financier en 1902 l'a vu emprisonné pour fraude, ses anciens complices l'abandonnant comme un lest. Mort dans l'indifférence 3 ans plus tard, il laisse un nom synonyme de trahison, un avertissement gravé dans les mémoires lyonnaises. Madame Roux, la témoin falsaire, a fini ses jours dans la solitude d'un hospice, rongée par le remords, payant le prix élevé de sa cupidité. Même Monsieur Laurent, l'avocat fidèle, s'est éteint paisiblement l'hiver dernier, léguant ses livres à l'école comme un dernier acte de justice. Ce soir-là, alors que le soleil se couche sur le Rhône en un flamboiement orangé, Émilie et Henri regardent leurs enfants jouer dans le jardin où les rosiers, plantés par Émilie lors de leur première année de mariage, fleurissent abondamment. « Regarde-les, Henri. Ils sont notre euphoria éternelle, murmure-t-elle, une nostalgie douce serrant sa gorge. Il l'enlace par la taille, son souffle chaud contre son oreille. Et toi, ma liberté conquise, sans ce regard croisé dans la cour, nous serions des ombres. Les cloches de l'église sonnent l'Angélus, et les enfants accourent, essoufflés et joyeux, pour un dîner familial. Soupe de potiron, pain frais et rires qui emplissent la salle à manger. Victor, depuis sa chambre, sourit en entendant le tumulte. Le manoir, jadis prison dorée, est devenu un havre de vie, où l'amour a triomphé des secrets et des complots. Pourtant, dans le bureau d'Henri, une lettre arrivée d'Amérique, une proposition d'investissement dans les chemins de fer transcontinentaux, évoque un horizon encore vaste. Leur histoire, close dans la victoire, s'ouvre sur l'infini, un legs d'émotions pures qui résonne comme une mélodie inoubliable. Au crépuscule de cette journée d'automne 1908, alors que les ombres s'allongeaient sur le Rhône comme des doigts caressants, Émilie Duval se tourna vers Henri, son regard vert plongé dans le bleu infini de ses yeux. Les enfants, las de leur jeu, s'étaient réfugiés à l'intérieur du manoir, leur voix joyeuse se mêlant au cliquetis des couverts pour le dîner. Victor, depuis sa chambre au volet mi-clos, observait la scène par la fenêtre, un sourire ridé éclairant son visage buriné. 10 années avaient passé, emportant les tempêtes de jadis, mais laissant en héritage une leçon gravée dans le marbre des mémoires. L'amour véritable n'est pas un contrat forgé dans l'ombre des conventions, mais une flamme qui jaillit des cendres des injustices, illuminant le chemin vers la liberté. Émilie posa une main sur l'épaule d'Henri, sentant la chaleur familière de sa peau sous le tweed de sa redingote. « Regarde ce que nous avons bâti, mon amour, pas des empires de soi ou d'actions lointaines, mais un foyer où chaque cœur bat au rythme de la vérité. »
Il hocha la tête, enveloppant ses doigts des siens, un geste simple qui ravivait les souvenirs de ce premier regard croisé dans la cour pavée, sous le ciel printanier de l'enfance de leur union. Les épreuves, les complots ourdis par Arnaud, les nuits d'angoisse dans les geôles humides, les murmures assassins des salons lyonnais avaient forgé en eux une résilience inébranlable. La plus grande leçon, Émilie, est que le courage naît de l'empathie. J'ai appris à voir au-delà des livrets et des titres, toi, à briser les chaînes invisibles qui étouffent les âmes nobles. Leurs voix se mêlaient comme une mélodie apaisée, un duo qui avait conquis non seulement les marchés de Wall Street, mais les cœurs des ouvriers et des bourgeois, unissant les classes dans une tapisserie commune. Le legs de leur histoire s'étendait bien au-delà des murs de Bellevue. L'école pour les filles des Canuts, ce projet né des secrets d'Henri et de la compassion d'Émilie, prospérait désormais comme un phare dans la nuit industrielle. 120 élèves, vêtus de tabliers simples mais dignes, apprenaient non seulement à lire les chiffres des comptes, mais à rêver d'horizons vastes, des voyages en train vers Paris, des ateliers où elles concevaient leurs propres motifs de soie. Victor, qui avait failli tout perdre à son ambition aveugle, trouvait rédemption dans ses visites hebdomadaires, où il racontait aux petites ses erreurs passées. L'orgueil est un maître cruel, mes enfants. Écoutez la voix de votre cœur, et elle vous guidera vers la justice. Madame Lefebvre, transformée par les années, aidait aux leçons de broderie, ses mains arthritiques guidant les aiguilles avec une tendresse nouvelle. J'ai payé le prix de ma rigidité, mais votre génération tisse un avenir plus doux. Même les ombres du passé avaient trouvé une forme de résolution. La sœur d'Henri, installée à Lyon avec son atelier de mode, avait épousé un modeste tailleur, et leur neveu animait les fêtes familiales de rires contagieux. Monsieur Laurent, dont l'esprit vif manquait encore, vivait à travers les livres qu'il avait légués, lus avidement par les élèves. Et Arnaud. Son nom n'était plus qu'un murmure d'avertissement, un fantôme chassé par le vent du progrès. Sa ruine avait servi de leçon collective, la trahison ronge comme un acide, mais la vérité, elle, élève et unie. Lyon, cette ville de soieries et de rêves, s'était transformée sous l'influence discrète de leur union. Des réformes sociales naissaient dans les assemblées industrielles, inspirées par l'histoire des Beaumont-Duval, où l'amour triomphait des intrigues. Émilie et Henri, enlacés sur la terrasse, contemplèrent le soleil couchant qui peignait le fleuve en teinte de feu. Notre euphoria n'est pas dans la victoire d'un soir à l'opéra, mais dans chaque aube partagée, murmura-t-elle, une larme de joie perlant à ses cils. Il l'embrassa doucement. Un baiser qui scellait non un chapitre, mais une éternité de promesses. Les enfants surgirent alors, tirant sur leurs jupes et pantalons, réclamant des histoires au coin du feu. « Racontez-nous encore comment maman a sauvé papa des méchants !» s'exclama Louis, ses yeux écarquillés. Émilie rit, un son clair comme une cloche, et ils rentrèrent tous ensemble. Le manoir s'illuminant de lanternes qui dansaient comme des étoiles bienveillantes. Chers auditeurs, si cette saga d'amour et de rédemption vous a touché au plus profond, comme elle m'a ému en la contant, rappelez-vous cette leçon. Dans les chaînes de la société, c'est le cœur pur qui forge les plus grandes libertés. Laissez l'empathie guider vos pas, l'indignation vous pousser vers la justice, et l'euphoria récompenser vos choix courageux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti à la fin de cette histoire. A-t-elle allumé une flamme en vous ? Et pour savoir qui a voyagé jusqu'au bout avec Émilie et Henri, écrivez le mot « liberté » dans vos messages. Cela nous aidera à partager ces récits inspirants avec le monde entier. N'oubliez pas de liker si le destin de ce couple vous a captivé. Et abonnez-vous pour ne rater aucune autre épopée de la belle époque, pleine de passion et de triomphe. Des cartes ci-dessous vous mènent vers d'autres aventures similaires. Cliquez et laissez-vous emporter. Merci d'avoir été des compagnons de cette odyssée. Votre engagement fait vivre ces histoires pour toujours.